Alors, mon titre était un tout petit peu différent, mais je reste toujours dans le thème de la discrimination et j'ai des slides en anglais, mais je vais parler en français. Ouais, bon, il faut que je reste coincée dans une place, c'est difficile pour moi, mais comme ça. Ah, voilà, c'est déjà mieux. Bien, alors pourquoi aborder le thème de la discrimination? J'ai dit tout à l'heure, dans l'introduction, qu'une des préoccupations que j'ai eues dans ma activité de recherche et d'enseignement, c'était de déplacer le curseur des migrants à la société d'immigration. Et je pense que traiter le thème de la discrimination, c'est-à-dire d'un traitement inégal, injustifié, sur des critères qui ne sont pas légitimes, et justement faire ce genre de travail-là, de renversement des perspectives d'études. Et je dois dire que quand j'ai commencé à travailler sur le thème de la discrimination, ceci n'était pas du tout un débat en Suisse, alors qu'on commençait à se donner une politique d'intégration. 98, le premier article, 2000, la première mise en œuvre. Le thème discrimination n'était pas présent dans la politique d'intégration en Suisse. Alors, à l'époque, j'ai fait une première étude sur la discrimination à l'embauche des enfants de migrants. Pourquoi les enfants de migrants? Parce que ceux-là ont grandi ici, ont été scolarisés ici, ils parlent la langue, ils ont les mêmes qualifications. Donc, c'est là que toutes les argumentations classiques qui justifient un traitement inégal viennent à tomber. Et donc, ça permettait à la fois d'observer un phénomène, mais aussi de poser le problème politique en amont, au cas où j'aurais découvert une situation de discrimination. Ce fut le cas. Et je dois dire que c'était une manière de poser la question de l'égalité de droit, le manque d'égalité de droit, et aussi le fait que le principe méritocratique sur lequel se régissent nos sociétés démocratiques ne fonctionnait pas. On avait les mêmes qualifications, mais on ne trouvait pas d'emploi de la même manière. Cette étude est très vieille, mais il n'y en a pas eu depuis sur le thème. Ce qui explique bien que, je disais tout à l'heure, reluctant immigration country, c'est encore une manière de dire, ouais, bon, d'accord, il y a peut-être un peu de discrimination, oui, il faut en parler, mais en fait, on ne fait rien. Or, dans le cas de l'NCCA, nous allons refaire une étude de ce type-là. Ce que je vous présente ici, c'est une espèce de travail préparatoire que nous avons fait avec les personnes qui travaillent avec moi, Eva Tschirnt et Didier Rudin. Et ce que nous avons fait, que je vais vous présenter ici, c'est une méta-analyse pour mesurer pour discuter à nouveau la question de la mesure de la discrimination, en abordant la méthodologie, grosso modo, que nous avions utilisée auparavant, puisque, en ce qui concerne la discrimination à l'embauche, manifestement, c'est la méthodologie éprouvée. Mais c'est l'objectif de ce papier, d'essayer de dégager quelles sont les tendances que l'on observe lorsqu'on utilise ce type de méthodologie. Accessoirement, on veut essayer de creuser. Une chose, c'est mesurer, c'est-à-dire fournir la preuve qu'il y a discrimination. L'autre question, c'est de savoir pourquoi elle est ainsi. Et à ce niveau, il y a grosso modo deux types de grandes explications, l'aversion et la discrimination statistique. Qu'est-ce que c'est l'aversion? C'est le fait que, c'est très joli en anglais, taste-based. J'ai pris. En fait, l'employeur est prêt à payer plus pour ne pas avoir chez lui des gens qui ne lui plaisent pas. C'est-à-dire, il a un raisonnement économiquement cynique, mais enfin économiquement tordu, mais
mais en fait qui respecte ses préférences, à l'occurrence de discrimination. Donc c'est contraire à la logique. Théoriquement, ça ne devrait pas se produire, mais on ne veut pas quelqu'un de même plus qualifié si cette qualification est associée à des caractéristiques de la personne qui ne lui conviennent pas. La deuxième grande théorie, et je vais évidemment assez rapidement là-dessus, c'est celle de la discrimination statistique, c'est-à-dire l'employeur en fait n'a pas toutes les informations sur les candidats qui se présentent et utilise des signaux pour conclure sur la base de ce qu'il a entendu, que telle personne appartenant à tel groupe est moins productive et de ce fait, elle est écartée. Ça, c'est un raisonnement qui est cohérent avec la logique économique et qui transite par cette espèce de préjugé élargi. Puisque je pense que sur le plan économique, ce n'est pas rentable, je l'écarte. Alors, ce que nous avons fait dans notre étude, c'est donc une méta-analyse. Qu'est-ce que c'est une méta-analyse? En fait, quand on démarre un nouveau projet de recherche, on fait une analyse de la littérature. Qu'est-ce qu'ont dit les autres? Mais la méta-analyse va un cran plus loin et cherche à dégager les tendances qui se manifestent dans l'ensemble d'études ayant utilisé la même méthodologie. Et ceci est très important. Pourquoi? Parce que la méthodologie que je vais vous expliquer est une méthodologie expérimentale. Après quoi, je peux dire, voilà, dans mon expérience, j'ai observé telle différence, mais je suis un peu empruntée à élargir, à généraliser ces résultats pour l'ensemble de la population. Dans ce cas-ci, puisque nous mettons ensemble différentes études faites dans différents contextes, j'ai quand même, les tendances que je vais observer vont avoir, disons, une épaisseur beaucoup plus importante. Alors, nous avons pris en considération les études dans les pays de l'OCDE pour la période 90-2015 et nous nous sommes concentrés sur les études de correspondence testing. La méthodologie est la suivante. On prend une annonce dans le journal ou dans le site Internet et on envoie 2 candidatures fictives à tout point égal. Ce qui change, c'est le nom de la personne. Et nous mesurons si les 2 personnes sont invitées à un entretien d'embauche, non pas décrochent l'emploi, puisqu'il y en aura qu'une qui pourrait décrocher l'emploi, n'est-ce pas? Mais les 2 peuvent être invités à un entretien d'embauche s'ils ont les mêmes qualifications ou non. Voilà c'est un peu le genre d'études. Et et donc nous avons compilé toute une série d'études de correspondence testing faites dans les pays européens et nous allons distinguer dans l'analyse les résultats au niveau de l'étude et au niveau des groupes immigrés qui sont analysés dans les différentes études. Nous avons 2... je peux déjà commenter ceci. Nous avons analysé 42 études et vous voyez que le gros de ces études concerne les années 2000, les 10 dernières années, et sont aussi très importants en ce qui concerne les pays européens. Et il faut dire qu'en Europe, la thématique de la discrimination a trouvé, disons, son droit de cité après les années 2000. Nous allons analyser nos résultats avec 2 outils. Là où, dans les articles que nous avons lus, il y avait des chiffres absolus, nous avons pu calculer des odd ratios, c'est-à-dire la probabilité que le candidat issu du groupe minoritaire a de chances d'être convoqué pour un entretien d'embauche en relation avec le candidat majoritaire. Donc, si c'est inférieur à... Si c'est 1, ça veut dire qu'ils ont la même probabilité. Si c'est inférieur à 1, ça veut dire que le candidat minoritaire a moins de chances. Parfois, nous n'avions pas les chiffres absolus et nous avions un autre outil, c'est le callback rates.
le taux de réussite, c'est-à-dire combien de candidatures faut-il que le candidat minoritaire envoie pour décrocher un entretien d'embauche. Et là, manifestement, plus le taux est élevé et plus la discrimination est élevée. D'accord? Donc, je vais faire référence à ces deux outils. Alors, la première, et maintenant, je vais passer en revue avec vous toute une série d'hypothèses et nous interrogeons notre base de données des 42 études. Première hypothèse, c'est qu'on la trouve partout, la discrimination, et ceci, puisque nous avons un laps de temps de 25 ans, à peu près sur toute la période. Et c'est ce que nous dit ce graphique. Vous voyez qu'il y a juste une étude pour laquelle, semble-t-il, il n'y a pas de discrimination, c'est le premier. Pour le reste, ils sont tous du côté inférieur à 1. Et la moyenne est 0,61. Ça veut dire que les candidats minoritaires ont 39% de chances en moins d'être invités pour un entretien d'embauche. Donc, qu'est-ce que je conclus ici? C'est que la discrimination est partout, et puisque j'ai plusieurs années, de 91 à 2015, je dis sur 25 ans, ça n'a pas changé. Quand j'analyse l'autre outil, le callback rates, les taux de réussite, j'ai finalement à peu près le même genre d'observation, et je vois qu'à part la première étude dont on a parlé tout à l'heure, on voit que il y a une ligne qui correspond à un qui ne se voit pas dans ce... Je ne sais pas pour quelle raison, mais en fait, vous voyez que ça se situe à droite du 1. Et merci, madame. Je ne fais rien, je fais comme ça. Et j'appuie. Voilà, zamzam, à droite du 1. Et la moyenne est 1,54, ce qui veut dire que les candidats minoritaires doivent présenter une candidature et demie pour avoir un entretien d'embauche, alors que le candidat majoritaire s'en sort avec une. Donc, ma première hypothèse se trouve ici confirmée. Je passe maintenant à la deuxième. Et ici, je compare la situation des personnes qui ont fait leur scolarité à l'étranger, et donc sont première génération, avec la situation des personnes qui ont été scolarisées dans le pays d'immigration, ont les mêmes qualifications, et je m'attends à que, puisque les qualifications sont connues, ceux de la deuxième génération, leur discrimination est moindre. Alors, ça se voit quand même un peu. Alors là, j'ai des résultats quand même plutôt surprenants, à savoir que la différence n'est pas très forte. Vous le voyez très bien si vous prenez la dimension subgroup, c'est-à-dire les groupes immigrés, la moyenne est pratiquement identique. Et si je regarde au niveau des études, je vois que c'est les enfants de migrants qui sont prétérités par rapport aux premières générations. Voilà un résultat auquel on ne s'attendrait pas. Il y a juste une étude suédoise récente qui donnait ce type de résultat, mais pour la Suède, nous le trouvons sur 42 études, donc c'est quand même un résultat beaucoup plus convaincant, si vous voulez, ce qui me dit qu'on est là vers quelque chose qui relève du taste-based discrimination, donc une opposition à un groupe en particulier. Et c'est aussi particulièrement problématique puisque, en fait, si la deuxième génération est autant concernée que la première, ça veut dire que le phénomène perdure dans le temps. Et donc,
l'urgence de traiter la question est d'autant plus forte. Je passe à ma troisième hypothèse, c'est que les minorités ne sont pas toutes les mêmes, certains sont plus visibles que d'autres, et en particulier, les groupes récents sont peut-être plus concernés par la discrimination que les groupes bien établis depuis longtemps. Donc, mon hypothèse serait qu'il y a différence entre les différents groupes. Alors, pour analyser ça, il a fallu évidemment regrouper les groupes minoritaires pris en considération. Nous les avons regroupés comme ça: pays du Moyen-Orient, chinois, subcontinent indien et turc. Et ce qu'on voit très clairement, c'est que ce sont les personnes originaires des pays arabes et du Moyen-Orient les plus concernées par le phénomène, et les Turcs le moins. Maintenant, ces genres de résultats doivent être peut-être pris avec des pincettes, puisque être, par exemple, indien au Royaume-Uni, c'est autre chose qu'être indien en Norvège. Hein? Donc, voilà, je ne tirerai pas d'emblée la conclusion comme ça, puisque ma mesure est un peu trop grossière. Néanmoins, ce que je peux retenir, c'est qu'il y a des hiérarchies très fortes, et peut-être, selon les lieux, ces hiérarchies, en fonction de la distance sociale plus ou moins présumée, risquent d'être importantes. Nous avons aussi testé si les femmes sont plus ou moins exposées à la discrimination que les hommes. Il y a tout un pan de la littérature qui dit que les femmes le sont moins, les hommes étant perçus comme plus menaçants. Qu'en est-il dans nos résultats? En fait, ce n'est pas le cas. Ici, nous ne retrouvons pas ce fait que les femmes sont épargnées, un peu plus épargnées. C'est à peu près la même chose, que ce soit au niveau des études, mais le nombre d'études est faible, et au niveau des groupes minoritaires, on retrouve la même chose. À nouveau, l'hypothèse traditionnelle et même récente, vérifiée en Suède, va dans le sens que les femmes sont un peu plus à l'abri de la discrimination, mais nous, ne trouvons pas d'indication dans cette direction. Ma cinquième hypothèse concerne le type d'employeur. Nous pensons que les employeurs qui relèvent du public sont plus sensibilisés à la question de la discrimination, ont peut-être l'objectif de l'équité plus haut dans la hiérarchie de leurs objectifs. Et donc, je m'attends à que dans les entreprises publiques, je trouve moins de discrimination que dans les entreprises privées. Et c'est exactement ce que nous retrouvons de manière assez claire, même si à nouveau le nombre d'études sur lesquelles nous pouvons faire cette distinction, nous avions l'information pour distinguer public et privé, n'est pas très forte, mais a priori, c'est une tendance que l'on pourrait considérer comme tendanciellement confirmée. La comparaison, c'est en 19 et en 71. Plus c'est haut, pour le public, c'est 1, et pour le privé, c'est en 71. Le nombre, c'est là, le nombre de cas. Oui, le nombre de cas, c'est 1 pour le public, mais pour le privé, c'est 5. Voilà, donc j'ai dit, voilà, je trouve une différence, mais peut-être je ne vais pas conclure, puisque je n'ai pas beaucoup d'études où l'information qui m'est fournie dans l'article et dans la documentation annexe me permet de faire cette distinction. Maintenant,
une autre question que nous nous étions posée, ça concerne la comparaison entre les États-Unis et... oui, je regarde la montre là, je crois que j'arrive. Les États-Unis et l'Union et l'Europe en général. Finalement, le thème de la discrimination aux États-Unis a droit de citer depuis fort longtemps. Il y a des mesures, discrimination positive, positive action. Donc, je pourrais imaginer que aux États-Unis, ces taux de discrimination sont plus bas qu'en Europe. Et c'est en fait ce que me disent les résultats. Cette hypothèse se trouve confirmée. Je dirais, d'une part, la discrimination est de deux côtés de l'Atlantique, mais si jamais, et je le vois davantage, si je regarde la médiane, dès que je pointe mon truc, au niveau des études, c'est le même médiane. Au niveau des subgroups, je vois qu'en Europe, il y aurait tendance un peu plus qu'aux États-Unis, en Amérique du Nord plus exactement. Là aussi, c'est intéressant, mais il faut à nouveau être prudent parce que les groupes minoritaires, le sens du groupe minoritaire de deux côtés de l'Atlantique n'est pas le même. On a des groupes racialisés en Amérique du Nord et on a des groupes immigrés, pas nécessairement racialisés, en Europe. Donc, on peut être prudent, mais en fait, de deux côtés, je trouve ça. Et finalement, la situation européenne ne serait pas meilleure que la nord-américaine. J'arrive à la dernière des hypothèses que nous avons testées. Et là, nous avons exploité une différence dans les pratiques de candidature des personnes qui recherchent un emploi. Dans les pays germanophones, le dossier que le candidat doit envoyer est beaucoup plus épais, avec beaucoup plus d'informations, que ceci n'est le cas dans les autres pays, en général dans les pays européens. Il y a la photo, il y a les diplômes, comme ça. Donc, ici, je peux tester si, en ayant plus d'informations, les employeurs des pays germanophones discriminent moins que dans les autres pays de l'OCDE que je considère. Et mes résultats vont en effet dans ce sens-là. Vous voyez que la moyenne est plus élevée pour les autres pays par rapport aux pays germanophones. Ce qui est un indice que la discrimination statistique, c'est-à-dire le fait que certains sont écartés parce qu'on n'a pas assez d'informations, joue un rôle, manifestement, puisque ça fait une différence. Maintenant, je peux regarder mon verre de l'autre côté et dire, mais en fait, la discrimination, il y a de deux côtés. Enfin, aussi dans les pays germanophones. C'est-à-dire, je ne peux pas conclure de ça qu'il n'y a que de la discrimination statistique, parce que même là où il y a toute la documentation possible et imaginable, j'observe un taux de discrimination qui est important. Donc, si je regarde dans l'ensemble de mes hypothèses testées, et surtout cette fois-ci, pour ce qui est des explications, est-ce que c'est de la version ou est-ce que c'est de la discrimination statistique, je suis en train de conclure, je dois observer que j'ai un élément clair de discrimination statistique, mais j'ai souvent, là où c'était plus incertain, je l'ai mis entre parenthèses, j'ai souvent de la discrimination qui renvoie à des mécanismes relevant de l'aversion à l'égard de certains groupes minoritaires. Et donc, voilà, je conclus tristement, si vous voulez, que la discrimination existe partout, dans les pays où on l'a mesurée avec ces instruments, et que généralement un candidat minoritaire doit faire 50% plus d'efforts qu'un majoritaire pour décrocher un entretien d'embauche, ce qui ne veut pas dire décrocher un emploi,
même si c'est le moment où la discrimination frappe le plus durement à ce stade, et que de manière préoccupante, ce n'est pas tout simplement avec des dossiers plus étoffés que je résous le problème. Merci de votre attention.